Bismillah. Fais tourner les organes à droite, Gélal. Vite, entre dans ce bois. L'urgence contenue dans la voix de madame me poussa à obéir de suite, sans questionner. La nuit était venue, une nuit claire, illuminée par Alan et Roland. La proximité de l'automne le rendait un peu fraîche. Pour faire entrer la charrette sous les arbres, je venais de quitter la route menant à Virland. Nous étions proches du domaine. Il y a des frères qui guettent sur la route, dit madame. D'autres grouillent à Virland. Laisse-moi écouter leurs pensées. Je me tus, en essayant de refouler l'inquiétude qui me venait. Je fis entrer les organes dans un bosquet qui dissimula la charrette. Madame se taisait. Je contraignis mon esprit à s'occuper de chiffres. Ils sont si absorbants qu'ils dominent toute autre pensée. Il faut y Virland, dit madame. Et avec quel acharnement. Ils y cherchent une cache. Dame Hachel, tranquillise-toi. Ils ne savent rien, ils n'ont pas plus que des soupçons à cause de l'amitié qui existe entre Virland et Rolui. Ils estiment que tu dois te dissimuler quelque part, puisque les recherches n'ont pas abouti. Ils pensent aussi que tu as pu participer au meurtre de ton oncle, ou en être l'instigateur. Ils sont persuadés que tu te caches dans la région. Ils ont l'intention de visiter tous les domaines. Rolui, bien sûr, qui sera fouillé une nouvelle fois, mais aussi toutes les autres, et jusqu'à Beauvalier. Et ils laisseront partout des gardes dans l'intention de te piéger. Dieu, dame, que faire? Pour l'immédiat, nous allons gagner les marais de Mortelot. Peut-être te rappelleront-ils de mauvais souvenirs. Mais dans cette île où nous avions déjà trouvé refuge, nous serons en sécurité. Ils ne viendront pas chercher là. Nous ferons disparaître la charrette dans un bourbier. Les organes resteront dans l'île avec nous, elles broutent, et n'ont pas besoin d'autre nourriture. Moi, je tire ma subsistance de la terre, et je peux t'alimenter de sel. Nous serons très bien là pour un temps. Plus tard, nous verrons. Vous avez raison, dame, comme toujours. Laisse-moi prendre les rênes, Gélal. De nuit, j'y vois mieux que toi, et nous devons éviter la route, où ses frères attendent. Je laissai à madame la place du cocher, et restai assis près d'elle. Cette fois, je ne pouvais plus contenir mes soucis. Dame Hachel et Salène, qu'auraient-elles à souffrir de ces maudits frères? Pas grand-chose, dit madame. Les frères ne font que lui soupçonner. Ils n'oseront pas aller très loin. Mais s'ils trouvaient ma cache à Virland, prendrais-tu Hachel pour une sotte? Lorsque les frères se sont présentés, elle les a fait attendre, sous prétexte d'être au lit, et de devoir s'habiller, et elle a couru aux caves pour effacer toutes tes traces. Même si les frères trouvent cette cache, ils n'y découvriront rien. Nous atteignîmes sans encombre les marais, en suivant les indications de madame. Je poussai la charrette en un bourbier où elle s'engloutit. Puis, tirant par la bride les organes qui rechignaient, nous suivîmes à nouveau cet étrange chemin qui passait par tant de méandres. Les deux lunes reflétaient leurs traces, leurs faces dans l'eau plate, l'éclaboussant de paillettes d'or. Nous abordâmes bientôt l'île. Je débridai les organes et les laissai en liberté. Elles ne s'éloigneraient pas. La peur du marais les maintiendrait sur place. Bien mieux qu'aucune barrière, aucune bête n'aime sentir sous ses pattes cette mollesse traître. Dame, dites-moi. Demain, la nuit s'avance. Je suis bien lasse et toi aussi. Reposons-nous. Je suivis le conseil et m'endormis très vite. L'aube des vapeurs blanches qui se dort se gonfle et se dilue paresseusement. J'étais couché au pied d'un saune, encore enfoncé dans l'épaisseur de la mousse. Je sentais son humidité qui avait imprégné mes vêtements durant la nuit. Madame était toute proche et avait ses racines en terre. Elle restait immobile, comme endormie, les yeux clos. La rosée l'emperlait. Des larmes d'eau glissaient dans sa chevelure de vrille et de feuilles. Je la regardais, l'esprit encore embrumé de sommeil, puis me levai soudain d'une seule détente. Une tarente escaladait la jambe de madame. De longues pattes brunes hissaient le gros corps velu et bosselé. Un fil d'argent se déroulait derrière l'insecte. Laisse-la, elle n'est pas dangereuse. Dame, leur poison tue. Laisse-la, ne me crains pas.
Pourquoi voudrais-tu qu'elle me pique? Madame tendit la main et cueillit la tarente, délicatement. L'insecte s'accrocha à ses vrilles, la tache jaune en forme d'eau croisée de son dos brillait. Je crois que je tremblais, je ne pouvais pas oublier qu'une tarente avait tué ma mère. Sans doute parce que ta mère l'avait effrayée sans le vouloir. Les tarentes ne piquent que pour se défendre. Les insectes n'ont pas de haine. Calme-toi, je vais la poser si elle t'inquiète tellement. Madame fit glisser la tarente sur un arbrisseau. L'insecte y courut durant son fil. Dame, éloignons-nous d'ici. Si tu veux, Jalal, mais tu as tort de t'affoler ainsi, je te l'assure. Jamais une tarente n'a piqué un arbre. De toute façon, dame, je pensais chercher une clairière propice à l'établissement d'un camp. Qui sait combien de temps nous devrons demeurer ici? Assez longtemps, sûrement, jusqu'à ce que les frères soient moins ardents à la chasse. Ensuite, Jalal, nous quitterons cette région, pour gagner les forêts où vivent les miens. Il n'y a plus d'autre solution et je ne te laisserai pas dire non. Voudrais-tu passer toute ta vie à te cacher? Je me tue, non pour esquiver une discussion, mais pour débrouiller mes pensées qui sont mêlées. Avais-je en effet d'autres possibilités que chercher refuge chez les arbres? Nous nous éloignâmes, en laissant sur place les organes qui broutaient paisiblement. Elles nous attendraient très bien là. Dieu que de végétation, touffue, entrelacée, nourrie d'humidité, je dus bientôt dégager au couteau au passage. Notre progression dérangeait la faune du marais, qui s'enfuyait avec des cris de protestation. Nous avions dû marcher environ durant 2 sabliers de temps, lorsqu'une étrange clairière apparut. Une clairière ronde, totalement dénudée, qui tranchait net dans la flore. Les arbres et les plantes la cernaient, en s'arrêtant sur ses limites comme sur une ligne tracée. Au-delà, le cercle de terre était brun, nu, sans un seul brin d'herbe. Au centre de la clairière, je vis un trou sombre, et l'amorce de quelques marches plus brillantes que de l'argent. Elles me surprirent plus encore. Je crois que cette terre dépouillée, elle me semblait métallique, et quand on sait à quel point n'importe quel métal exposé aux intempéries s'altère, dame, qu'est-ce que ceci? Cela semble si étrange. Je crois que je sais de quoi il s'agit, Jalal. Cela vient de votre passé. C'est une force qui arrête tout, sauf l'air et la vie intelligente. Les gardiens de la tradition s'en souviennent. Cela fait partie de cette science que vous aviez et que nous ne comprenons pas. Dame, allons regarder. Nous nous approchâmes, les marches descendaient au cœur d'une cavité de métal pour déboucher sur un mur lisse, luisant sans la moindre fente. Il n'y a pas de porte, dis-je. Je crois savoir que si. Pour entrer, il faut poser la main ou les doigts quelque part lorsque l'on touche au bon endroit. L'ouverture se dégage seule. Mais c'est toi qui dois le faire pour moi, rien ne s'ouvrirait. S'il faut toucher un point précis, il doit y avoir une marque. Cherchons. Nous cherchâmes assez longtemps et sans le moindre résultat. Nulle marque n'existait qui aurait pu servir de point de repère. Puis, comme je promenais mes doigts sur la surface lisse, en y cherchant une aspérité quelconque, une fente apparut soudain dans la muraille de métal, qui s'élargit progressivement sans faire le moindre bruit. L'ouverture en rectangle ne révéla rien de plus qu'un trou sombre, où j'hésitais à pénétrer. La lumière explosa, si ardente que son intensité me blessa les yeux. L'inquiétude me mit par réflexe le couteau en main. « Restez derrière moi, dame. Je suis sûr qu'il n'y a pas de danger, Jalal. Ce lieu est vide. Je n'entends aucune pensée. Entrons, je suis très curieuse. » Je l'étais aussi. Nous entrâmes, prudemment tout de même, dans une pièce énorme, bien plus vaste que notre grande salle, entièrement taillée dans le même métal clair. Au plafond, scintillait une boule d'étincelante lumière que je ne pus examiner tant son intensité me fit larmoyer. Une lumière blanche, bien plus brillante que 1000 chandelles. Elle pulsait, s'enflant et se rétractant. Les meubles de cette pièce, s'il s'agissait de meubles, me déroutèrent totalement. Je n'avais jamais rien vu de tel, et je ne pouvais deviner leur destination. Sur le mur que me faisait face, je découvris une profusion de petits cercles plats, revêtus d'une matière transparente. Ils enfermaient des chiffres ou des signes bizarres, parcourus par de minces tiges mouvantes. Dame, je n'en puis croire mes yeux. Savez-vous ce que sont toutes ces choses étranges? Non, mais... Un bruit suraigu, assez strident pour blesser mes oreilles, interrompit madame. Sur le mur garni de cercles, une lumière rouge s'était allumée.
Elle me fit l'effet d'un œil maléfique qui clignotait pour mieux nous observer. Je serrai le couteau dans mon poing, dans un réflexe provoqué par la peur. Mon cœur battait trop vite. Le bruit perçant se tut, pour laisser place à une voix qui éclata venant de nulle part. Vous êtes en communication avec la base centrale de Roland. Vous avez fait entrer dans une zone 3 une forme de vie non humaine. Vous êtes en infraction. Je dois vous maintenir sur place jusqu'à la venue des enquêteurs. J'alerte la base 6. Attendez. L'ouverture qui béait dans mon dos se ferma prestement, avant que j'aie eu seulement le temps de réagir. Dame, je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter, Gélal. Je ne perçois toujours pas de pensée et je sais qu'autrefois, vous parliez à très grande distance. J'étais tout de même très inquiet. Cette voix plate, sans chaleur comme sans colère, qui parlait ma langue, mais en la déformant de telle façon que j'avais eu peine à pénétrer le sens des mots. Et Roland, comment? Je crois qu'il s'agit aussi d'un monde, dit madame. Vous y étiez installé et... La voix sans patience s'exprima de nouveau. La situation est anormale, toutes les bases sont silencieuses, vos pulsations irrégulières indiquent que vous êtes en état de tension. La colonie a-t-elle été attaquée et détruite? La vie étrangère qui vous accompagne vous contrôle-t-elle? Je commençais à être en colère. Si vous parlez de madame, mesurez vos paroles. Je ne suis pas tendu, seulement très surpris. Je ne connais pas de colonie. Qui êtes-vous? Un temps de silence, puis la voix répondit. La situation dépasse mes possibilités. Mes références indiquent que je suis resté en inactivité durant un laps de temps irrationnel. Je dois réveiller un être humain. Donnez-moi l'ordre. Quel ordre? Je ne comprends pas. Dites réveiller un être humain. Je le dis sans comprendre mieux, en espérant que les explications viendraient ensuite. Il y aura un délai de 2 jours environ, dit la voix plate. Vous attendrez. Pas enfermé ici, m'exclamai-je, madame. L'accès est libre, vous pourrez entrer ou sortir à votre guise. Il n'y a pas de réserve alimentaire dans une zone 3. Mes références indiquent que la vie étrangère tire sa subsistance du sol, et qu'elle peut vous nourrir. Attendez, le navigateur viendra enquêter sur place. Cette voix sans intonation employait des mots que je connaissais, mais elle les déformait ou en déformait le sens. J'avais grand peine à la comprendre. Je pensais avoir saisi toutefois l'essentiel de son discours. Je répondis. Nous attendrons. Bien, le navigateur vous rejoindra dans un délai maximum de 2 jours. Communication terminée. Sur la muraille, l'œil rouge maléfique se ferma. Dame, comprenez-vous quelque chose à tout ceci? Je pense que les hommes vont retrouver ceux qui n'ont pas perdu la science. Pour vous, j'imagine que cela sera bien. Pour nous, je ne sais. Dame, je ne permettrai pas qu'il... Tu ne permettrais pas qu'il nous fasse du mal, je sais, Gélal. Mais tous les hommes ne te ressemblent pas. Il y a beaucoup d'arbres tordus dans votre race, et pourtant je crois que je suis heureuse, et que les miens seront heureux aussi. Cette curiosité qui nous habite. Madame semblait songeuse, triste, et j'en fus blessé. Dame, ce n'est rien, Gélal. Je ne suis pas triste. Viens, sortons. Je n'aime pas être enfermé.